Allons-y. Donc, bonjour tout le monde. Bon, j'aurais beaucoup aimé voir la salle, mais malheureusement, c'est pas vraiment possible. Mais merci d'être là, malgré les problématiques techniques. Bienvenue à cette conférence sur l'initiative des Églises Refuges, une initiative qu'on va vous présenter sous peu, sous ses différents aspects. La programmation, on va commencer avec Normand Baudet, qui est cofondateur du Centre de ressources sur la non-violence, qui va nous expliquer un peu l'initiative des Églises refuges, d'où ça sort, d'où c'est né, dans quel contexte c'est pertinent. On va enchaîner ensuite avec Marie-Josée Deschênes, l'architecte qui a validé ce projet-là, qui a fait beaucoup de travail, qui va présenter son travail par rapport à ça pour concrétiser le projet. Jean-Pierre Lamonde, ensuite, qui va nous présenter le système de géothermie qui est en place en ce moment à l'église Saint-Charles de Bellechasse, dans laquelle vous êtes. Et on va finir avec Daniel Martin qui est à la tête entre autres avec Mireille Bilodeau, à la tête d'un projet de reconversion à Lens-au-Griffon, un projet qui incorpore des aspects des églises refuges et qui est très, 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 très intéressant. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Normand Baudet pour le concept des églises refuges. Parfait. Merci Sabine. C'est très gentil. Tout le monde m'entend. Tout va bien. Donc, moi, je suis au Centre de ressources sur la non-violence, une organisation qui accompagne beaucoup en ce moment des groupes de jeunes, des groupes d'étudiants qui militent sur les questions climatiques. Et surtout suite à la manifestation d'un demi-million de personnes à Montréal, la question lancinante qui a émergé, c'est sur les questions climatiques. Comment peut-on faire pour accueillir des gens lors des manifestations et leur dire, c'est beau, retournez chez vous partout à travers le Québec et continuez le bon travail? Et la question qui sortait, c'est quel est ce bon travail-là qu'on leur demande de faire? Et la réflexion a mené à une idée, c'est-à-dire que partout à travers le Québec, dans toutes les communautés, dans tous les quartiers, il existe des bâtiments qui sont importants, qui sont des bâtiments communautaires et qui sont actuellement de plus en plus en mal de vocation. Donc, l'idée a circulé de dire, mais est-ce que les bâtiments religieux pourraient devenir des outils privilégiés pour mobiliser les citoyens partout à travers le Québec sur les questions d'enjeux climatiques? Et donc, on s'est dit, OK, donc si ces bâtiments-là, ils sont en mal de vocation, quelles pourraient être les vocations possibles, envisageables pour ces bâtiments-là, qui pourraient donner un nouveau sens communautaire à ces bâtiments-là? Donc, le travail a commencé de faire un comité de réflexion qui fonctionne depuis 3 ou 4 ans. Et on a commencé à faire un travail. Donc, Marie-Josée Deschênes, qui est ici, dans l'Église, a été mandatée pour faire une évaluation de 6 options qui ont été sélectionnées par un comité de travail. Donc, 6 options ont été retenues comme des options qui cadrait bien dans le travail de requalification des églises. Quand on requalifie une église pour des nouvelles vocations, il y a 6 vocations qui ont un potentiel important de mobilisation des communautés sur les enjeux climatiques. Et l'aspect refuge a émergé. Et cet aspect-là a émergé beaucoup dans la période où on a vu venir la pandémie. C'est-à-dire que on a commencé à se dire, ben, éventuellement, avec les chocs environnementaux qui comprennent des chocs pandémiques, qui comprennent des chocs thermiques, qui comprennent des chocs même au niveau du cycle de l'eau qu'on voit actuellement, comme on a pu voir cet été, il va falloir y avoir des lieux dans toutes nos communautés à travers le Québec qui ont une vocation et qui ont l'infrastructure pour être capables d'accueillir la population qui pourrait se retrouver dans le besoin. Donc, une des vocations sur lesquelles on a travaillé,
sur lequel une évaluation de faisabilité par rapport aux différents projets qui se font au niveau de requalification d'église, ça a été la vocation de refuge. Euh, donc, c'est une vocation sur laquelle on travaille. D'ailleurs, il y a une longue tradition au niveau des églises pour jouer un rôle de refuge dans toutes sortes de circonstances. Et les circonstances sont multiples pour penser à un refuge. Bien entendu, quand on pense à un refuge, on doit penser à de l'hébergement, à une infrastructure sanitaire, à toutes sortes de services et à la possibilité même d'approvisionner en nourriture et peut-être même ce qu'on commence à voir actuellement avec les enjeux de feu et ces choses-là, peut-être qu'il va falloir réfléchir à l'approvisionnement en eau pour un certain nombre de personnes pendant une certaine période de temps. Donc, il y a tout un défi au niveau de la question du refuge. Donc, en fait, on parle de creuser l'idée de des vocations qui pourraient donner un rôle utile et d'une utilité immédiate pour les communautés. Et non seulement ça, c'est que ces vocations-là peuvent ouvrir la porte à des nouvelles sources de financement pour être capable de consolider des projets d'église à nouvelle vocation à caractère environnemental et climatique. Donc, je clôt là-dessus. Je n'aurais pas énuméré les 6 voies. On va les revoir avec Marie-Josée. Merci à tout le monde d'être là. Je remercie mon père, mon chum, Marc qui arrive de Montréal. Marc, tu vas voir, tu n'es pas venu pour rien. On va te faire découvrir un beau projet. Jean-Pierre, toujours aussi partenaire de projet visionnaire, puis Serge Denis, un gars visionnaire aussi. Donc, je viens d'énumérer tous les gens qui sont avec nous. Alors, on part ça, puis heureusement, avec l'Internet, ben, on espère que ce qu'on fait aujourd'hui va porter fruit, va faire des petits. Je salue aussi, ben Normand, on s'est vu, Sabine, puis Daniel Martin aussi de Lance au Griffon, qu'on connaît aussi, et qui connaît mon père et mon chum. Vous voyez, tout est dans tout. On s'est rencontrés dans le coin de Gaspé. Et ben c'est ça. Là, mon père vient de te replacer, Daniel. Il dit salut. OK, on passe ça. Donc, on va d'abord présenter le concept d'église refuge. Normand, tu l'as super bien fait. Je vais peut-être ajouter quelques éléments pour d'un point de vue plus architectural, je dirais. Après ça, on va voir les différents axes qu'on a travaillé ensemble depuis 2019-2020. C'est pour ça là, que je voulais amener un peu d'image sur ce que tu disais, Normand, puis ça va être plus fun pour tout le monde. Et au niveau de la vocation que j'appelle d'autonomie énergétique, bien, c'est le cas d'ici, l'église de Saint-Charles-Borromée, Saint-Charles de Bellechasse, excusez-moi. Donc, on va pouvoir en discuter plus en détail parce que c'est pas pour rien qu'on est ici aujourd'hui. C'est parce que les gens d'ici, de Saint-Charles, un comité de travail, ont fait des transformations dans l'Église dans l'objectif de trouver une nouvelle vocation à l'Église puis donner une pérennité. Donc, c'est pour ça qu'on est ici. Il n'y a pas de hasard. Tout est bien organisé. Donc, le concept d'église de refuge, bien d'abord, je voulais m'assurer que, Normand, tu présentes bien ton organisme. Est-ce que tu veux redire, juste de façon succincte, tu sais, pourquoi toi, Normand, avec ton organisme, d'où ça vient cette idée de te préoccuper du patrimoine religieux puis de faire un lien avec les églises refuges? Je pense que vu que tu es là, j'aimerais mieux que ce soit toi qui nous le dise. Oui, ben en fait, dans mon introduction, je l'ai fait, là, c'est-à-dire je disais qu'on était très impliqué au niveau de l'accompagnement des enjeux, des luttes climatiques, et on se disait, il faut absolument que les gens, quand ils retournent dans leur communauté, suite à des grands événements qui sont organisés, puissent s'engager concrètement, pratiquement sur les enjeux environnementaux et climatiques. Il faut pouvoir leur dire bravo d'être venus pour des grands événements et des manifestations, mais retourner faire le bon travail. Et ce bon travail-là n'était pas défini. Et on trouve que le concept d'église refuge peut devenir l'engagement ou le lieu ou le pivot d'engagement communautaire dans les milieux sur les enjeux climatiques. Donc, ça donne une vocation, une direction à un éventuel rôle pour ces bâtiments-là qui est concret, précis et actuel. Parfait. Et nous, ensemble, ben, tu te rappelles, je pense qu'on est en 2019-2020, on a mis autour d'une table virtuelle l'Assemblée des évêques du Québec, le diocèse de Montréal, diocèse de Québec, le Conseil du patrimoine religieux,
le réseau d'églises vertes aussi. Moi, j'étais là un peu par hasard, mais c'est pas du hasard. Je disais, ben, architecte en patrimoine religieux au Québec, je suis une de celles qui se sentent, tu sais, qui en fait beaucoup, là. Je dis pas que je suis seule, mais j'en ratisse large. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Mais c'est sûr que pendant à peu près 6 mois, on essayait de définir le concept. C'était pas évident, tu sais, c'est un concept là, qui existe peut-être à l'international un peu, sans aller dans le détail, mais c'est quand même visionnaire. Donc, on travaille tous ensemble depuis 2020. Et il y a des églises partenaires depuis ce temps-là qui se sont manifestées, je dirais, dans la dernière année. Et encore une fois, Jean-Pierre, avec Saint-Charles de Bellechasse ici, on a, Lance au Griffon, Daniel va nous donner un résumé de leur état de situation. Je travaille aussi avec eux, donc je suis très heureuse qu'ils soient là. Et il y a aussi un autre de nos clients, un projet avec qui on travaille, c'est Fredericksburg. Les gens de la municipalité de Fredericksburg sont sensibles au concept d'église refuge. Alors là, mon idée aujourd'hui, OK, c'est vraiment de rentrer dans la technique de par ma formation d'architecte. Moi, je disais toujours, c'est bien beau, là, les idées, mais comment ça peut atterrir ça dans la réalité? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des esquisses qui sont conceptuelles, qui permettent d'illustrer un peu ce que Normand vient de vous dire, mais moi, ce que j'essaie de vous expliquer aujourd'hui, c'est de dire, par exemple, si on veut qu'une église serve de sanatorium, donc, évidemment, on a vécu, quand on a commencé à penser à ça, Normand l'a dit, je répète, mais on était avant la pandémie. On ne savait pas là, que la pandémie s'en venait. Mais on savait qu'ailleurs, dans le monde, il y avait eu l'Ebola, il y avait eu d'autres activités où est-ce que des lieux de rassemblement servaient de sanatorium temporaire. Nous, ce qu'on veut, c'est évidemment répondre aux besoins des communautés et on considère que les églises, ce sont des lieux de rassemblement. Alors, on se dit, et là, ça dépend où on est sur la planète, là, où on est au Québec. Mettons, ici, on a une église d'une grosseur moyenne. Il y a des endroits à Montréal, c'est des grandes cathédrales. Il y a des endroits ruraux dont les églises sont plus petites. Là, c'est toujours relié avec la grosseur du bâtiment. Et ce qu'on disait, ce qu'on représente dans ce que vous voyez, c'est que si on veut vraiment faire d'une église un lieu pour soigner des gens, s'il y a une contamination ou quoi que ce soit, bien, ce que ça implique, ce qu'on a vu dans les précédents, c'est qu'on ne fait pas ça n'importe comment. Donc, ça veut dire qu'il faut compartimenter les lieux, comme on a vu dans nos hôpitaux, dans nos arénas, on l'a vu, on l'a très bien vu. Quand on allait se faire vacciner ou quoi que ce soit, on voit que ça veut dire que ça implique de morceler les lieux avec des toiles de façon peut-être temporaire. Ici, à Saint-Charles, on y va sur des choses un peu plus permanentes. Et donc, les patients en cas bénin sont séparés des cas critiques, les cas graves. Donc, on pense que les églises peuvent servir à faire ce genre de travail, mais avec la pandémie qu'on a vécue, on s'est aperçu, moi c'est ma conclusion, c'est que la pandémie était tellement grave que ce sont des lieux encore plus grands qui ont servi, soit les arénas ou les centres de congrès. Donc, vous voyez, la réalité a dépassé nos prédictions. C'est ça que je veux que vous reteniez. Mais les églises pourraient servir. Oui, vas-y, Normand. Juste une chose, par exemple, si on utilise ces lieux-là très, très, très tôt dans le processus pandémique, on peut se ramasser avec des milieux de vie qui sont rapidement, dont on retire rapidement la source d'infection. On attend que les gens soient mieux et on les ramène, ce qui peut éviter des ampleurs de pandémie. Donc, il y aurait probablement une réflexion beaucoup plus pointue à cette idée de sanatorium temporaire-là, c'est-à-dire un inventaire rapide avec la sécurité, la santé publique, rapide des lieux de vie d'une communauté et dès qu'il y a éclosion, retirer les gens, les amener rapidement, les laisser se désinfecter,
et les retourner dans leur milieu de vie pour stopper la propagation. Donc, il y a toute une réflexion supplémentaire à faire à ce niveau-là. Tout à fait vrai. Et tantôt, Normand, tu parlais là, j'ai passé vite les plans, les coupes, les élévations, c'est des vues. Là, c'était juste, nous, la petite église que vous voyez, c'est l'église de Lac des Aigles, parce que c'est une église sur laquelle on a travaillé qui était très, très simple. Donc, c'est comme un schéma en réalité. C'est rien de. C'est juste pour dire tout ce que ça implique. Là, dans notre réflexion, on est comme rendu ailleurs. On est rendu plus loin encore. Donc, ici, un centre de vaccination, église de Saint-Edmond. Si je ne me trompe pas, puis que tout est bien fait, c'est dans le coin de Quaticook. Donc, ici, ben, bon, ça, tu sais, moi, je vous amène des exemples pour vous dire qu'il y a des choses qui sont en marche au Québec. Je ne les connais pas tous en détail, mais l'objectif, c'est de montrer que ça fait du chemin, tout ça. Ici, un hôpital mobile de la Croix-Rouge, ça, comme je vous dis, quand on écoute les nouvelles, vraiment, la réalité, surtout dans le temps de la pandémie, a vraiment dépassé ce qu'on pensait qu'on aurait besoin, là, comme lieu de sanatorium et tout ça. Donc, vous n'avez entendu parler. Tantôt, Normand, tu parlais de cloisonnement. Tu en as parlé, c'est pour ça que je voulais arriver aux photos. Et on s'est aperçu à quel point nos dirigeants, particulièrement par la sécurité publique, la Croix-Rouge, tout ça, ont des possibilités. Et puis, on sait aussi que, je vous nomme, par exemple, Sainte-Sophie de l'Évrard, qui est une petite municipalité au nord de Drummondville, là, dans le centre du Québec. Eux, là, ils ont vraiment développé, comme d'autres, là, un programme avec la Croix-Rouge. Donc, s'il y a un problème dans leur municipalité, ils sont le lieu de rassemblement de 3 municipalités. Ils ont vraiment fait ce lien-là, puis ça va se passer dans l'église de Sainte-Sophie. Donc, si on continue, donc ça, c'est pour le sanatorium, donc quelque chose qui pourrait être encore poussé. Le refuge communautaire sécuritaire. Ça, c'est pas nécessairement quand la santé est en cause, mais ça, on l'a vu cet été de façon extrême avec les feux de forêt, hein, Normand. Moi, j'étais très alerte là, quand j'écoutais les nouvelles, parce que comme, par exemple, je ne veux pas dire, dans le nord du lac Saint-Jean, aidez-moi là. Quévillon. Le bel sur Quévillon, puis je me disais où ils vont mettre les gens. Et là, on entendait dans les arénas, on l'a entendu. Donc, encore une fois, la réalité a dépassé la fiction ou notre réflexion, c'est-à-dire qu'à cause des feux, ils ont tellement eu besoin de relocaliser les gens tout près de chez nous qu'ils auraient pu prendre 5 églises. Mais les autres, ils ont pris l'aréna, mais ça aurait pu être aussi les églises. Donc, ça implique l'hébergement temporaire. Ça implique une autonomie énergétique, ça, on va en parler, parce que si tu veux, s'il y a des feux, s'il y a des bris d'électricité, des coupures d'électricité, il faut que le lieu soit autonome au niveau énergétique. Ça prend de l'eau. Tantôt, Normand l'a dit, hein, de l'eau potable, des installations sanitaires en quantité suffisante, ça, c'est souvent un enjeu dans nos églises. Puis, ça prend une certaine autonomie alimentaire. Donc, on pense, encore une fois, que notre patrimoine bâti religieux au Québec, qui est situé au cœur de nos villages, pourrait servir à ça en situation difficile. Et ici, Saint-Charles, ben, je pense que c'est ce que vous avez aménagé à l'arrière de l'église qui pourrait servir de centre de refuge pour la communauté. Oups, j'ai été trop vite, là. Donc, ce qu'on disait ici, dans les recherches qu'on a faites, Église Notre-Dame-de-Grâce à Longueuil, ici, c'est l'intérieur. Puis, de plus en plus d'églises, là, je pense à Lens au Griffon aussi, parce que, tu sais, il y a beaucoup d'églises qui deviennent des centres communautaires qui vont pouvoir servir à ça. Est-ce que, Normand ou Sabine, vous avez des exemples dans la tête où vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ou vous connaissez ce projet-là à Longueuil? Oui, ben, en fait, c'est Daniel Pellerin là, qui était un peu derrière ça, qui fait partie du comité Église-Refuge. Eux, c'était vraiment une utilisation, surtout durant la pandémie, pour les itinérants. Mais ça donne un modèle de ce que ça peut vouloir dire éventuellement l'idée du refuge.
Par contre, ce qu'il faut penser, c'est plutôt un refuge qui n'est pas permanent, mais un refuge temporaire en situation de crise. On parlait des situations de feu de forêt. On pourrait très bien imaginer, par exemple, le fait que lorsqu'une communauté est impactée de façon importante par un aléa comme un feu de forêt, si tous les villages en périphérie sont équipés d'un lieu de refuge temporaire, équipé à l'avance, et d'ailleurs, la Croix-Rouge nous a partagé le fait que c'est un de leurs rêves, c'est-à-dire que qu'ils puissent avoir accès à des lieux de refuge pour un certain nombre de personnes afin de faire en sorte que le bénévolat et la mobilisation communautaire ne soient pas faites pour de très, très larges populations à un seul endroit, mais pour des petites populations restreintes. Donc, on peut imaginer, par exemple, une municipalité comme, je ne sais pas, Saguenay, avec une dizaine de communautés périphériques qui ont des refuges à échelle humaine qui peuvent accueillir des gens et qui sont déjà équipés. On peut très bien avoir déjà les lits de camp dans ces endroits-là pour les déplier et les mettre en place, toutes les infrastructures sanitaires qui sont gardées en permanence, ce qui éviterait un problème logistique monumental pour des organismes comme la Croix-Rouge, là. Et juste pour terminer, généralement, ce qui arrive dans ces cas-là, lorsque c'est des grosses municipalités qui sont touchées, la solution la plus simple, c'est d'amener les gens à des centaines de kilomètres de leur lieu de résidence, ce qui est aussi une problématique logistique en cas de crise. Puis si on voit, par exemple, le genre de crise qu'on a eu cet été avec les feux, on peut très bien avoir une route principale qui est complètement coupée et être dans l'impossibilité d'amener les gens vers un autre grand centre urbain à des centaines de kilomètres. Donc, en fait, on fait face avec l'augmentation de ce genre d'aléas-là à toutes sortes de nouvelles problématiques qui pourraient être réglées en décentralisant les lieux d'accueil puis en équipant une multiplicité de lieux d'accueil pour des refuges. Puis ici, vous voyez, j'ai fait avancer les diapos. Ici, on est à Saint-Jérôme. Saint-Jérôme. Puis on voit là comment l'Église, là, ils ont fait des compartiments pour mettre des lits temporaires très probablement. Donc, on est vraiment dans ce genre de réflexion-là. Puis, ben c'est ça. Je pense que c'est une voie d'avenir qui est nécessaire. Ensuite de ça, Dans ce cas-là, c'est des réfugiés temporaires. C'est pour l'accueil de réfugiés dans la région de Saint-Jérôme. OK, d'accord. Donc, une autre situation où un refuge temporaire pourrait servir, c'est-à-dire l'accueil de situations de réfugiés, comme on a eu un peu avec les Ukrainiens, puis auparavant avec d'autres conflits. Mais là, dans ce cas-là, c'était un organisme pour les réfugiés dans la région de Saint-Jérôme, OK, qui ont organisé un centre d'accueil temporaire. OK, on continue. Ici, je veux juste m'assurer que je ne me suis pas trompée. Là, je pense que... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, mais je pense que ici, c'est le troisième axe, c'est-à-dire que au niveau du chauffage, là, je pense que je me suis... Énergie. Oui, excusez-moi. OK, je vais y revenir à ça, ils ne sont pas à bonne place, je m'excuse. L'autre axe, un autre axe que Normand a dit tout à l'heure, c'est le pôle agroalimentaire. Donc, on voit quand on travaille avec les communautés que souvent les gens, puis on en a parlé même ici à Saint-Charles, les gens disent, ben nous autres, on aimerait ça faire un petit marché, un marché de Noël, vraiment quelque chose qui fait que, ou une cuisine, venir cuisiner dans l'église pour que les gens se regroupent autour de la nourriture, ou soit un point de vente, un point de chute, un point de transformation. Donc, ça, on le voit vraiment beaucoup dans les demandes de chacune des communautés. Alors, ce qu'on se disait, c'est que, un peu comme ici, il y a café, marché public qui peut être soit sur le parvis, parce que souvent les églises sont bien situées, ils sont au centre du village dans un endroit attracteur, et le marché public peut être vraiment très attractif près de l'église, sur le parvis, tout ça, autour de l'église.
Et à l'intérieur, ben, ça prend un espace. Vous voyez ici là, la cuisine. Bon, là, on l'a mis là de façon schématique, mais évidemment, ça implique d'avoir des installations de cuisine de nature commerciale. Des fois, comme ici à Saint-Charles, ce que vous avez fait, c'est une cuisine un peu hybride. C'est pour les traiteurs, pour des petites choses. Il n'y a pas des gros frigidaires et des lieux de transformation très élaborés. Mais il y a d'autres endroits, là, des projets qu'on est en train de travailler, dont d'ailleurs Lance au Griffon, où on va avoir des cuisines plus élaborées. Je travaille à Trois-Rivières aussi avec un groupe. Alors, ça c'est un autre angle de transformation potentielle. Et l'avantage, encore une fois, c'est que en ayant un lieu de pôle agroalimentaire dans l'église, c'est qu'on vient redynamiser le centre d'un village. Parce que les gens peuvent venir acheter leurs légumes. Tu sais, parce qu'on le sait aussi que dans nos villages au Québec, souvent les centres sont portés à se dévitaliser. Il y a eu beaucoup de travail dans les 30 dernières années pour revitaliser les centres de village, mais cette vocation-là, elle permettrait, s'il y a un lieu qui l'utilise, de dynamiser le lieu d'église et la redonner aussi à la communauté. Donc ici, on a l'église de Saint-Pacôme. Ça, c'est un projet particulier. C'est un projet où, à l'intérieur, c'est très visionnaire. Il y a eu ce qu'on appelle la culture verticale qui a été faite. C'est vraiment d'actualité. Moi, j'ai travaillé quelques dossiers avec des groupes là, qui font la promotion de ça. Il y a des enjeux très technologiques là-dedans. Tu sais, ici, on prend une église comme ici, puis on la remplit pas de machines, mais d'installations pour faire pousser des légumes. Sachez que ça coûte très cher. Et les légumes, il faut les vendre. Bien, pour faire de l'argent, c'est l'objectif aussi. Et des fois, ben, c'est long avant de rentrer dans son argent. Donc, ça, c'est l'enjeu actuel de ce type de vocation-là. Mais les recherches sont actuelles et Saint-Pacôme a été un des premiers au Québec à faire ce type de travail. Puis, vous voyez ici un peu ce qu'on retrouve là, on le voit déjà partout au Québec, une espèce de marché public en plein air qui permet d'attirer les gens, un peu comme on voit et qu'on aime voir en Europe. Alors, nous, on se dit, ça pourrait être vraiment quelque chose qui permettrait de dynamiser l'église et le centre de village. Oui, Normand, ce que je ne t'avais pas vu. Le pôle agroalimentaire, il y a un autre élément intéressant qui s'est développé dans l'Aubinière, c'est-à-dire l'idée de transformer un espace. Là, c'est une quincaillerie, mais ça aurait très bien pu être à l'intérieur d'une église où on a transformé un lieu pour servir aux producteurs agricoles de proximité, les petits producteurs. Les petits producteurs dans la région de l'Aubinière, le village de l'Aubinière, n'avaient pas les moyens d'acquérir des systèmes de réfrigération pour conserver leurs aliments. Il n'y avait pas les moyens non plus d'avoir des systèmes de congélation rapide pour faire des aliments congelés. Plusieurs n'avaient pas les moyens d'avoir des cuisines aux normes du MAPAC pour la transformation des aliments et la mise en conserve. Et plusieurs aussi n'avaient pas les moyens d'avoir des petites cuisines réfrigérées aux normes du MAPAC pour transformer la viande. Donc, le pôle agroalimentaire de l'Aubinière a décidé de développer ce genre d'infrastructure-là, c'est-à-dire une petite cuisine réfrigérée, une plus grande cuisine de transformation aux normes et un espace de réfrigération quand même assez grand pour stocker la production des petits producteurs de la région et aussi des congélateurs pour la conservation à long terme des légumes. Fait que ça peut avoir une autre optique que peut-être juste le marché public ou ces choses-là, ou de rendre le marché public à l'année en ayant des espaces intérieurs pour tenir le marché public. On peut parler d'un rôle au niveau de stimuler la production alimentaire locale à petite échelle. C'est ça, bien, tout à fait, Normand. Puis c'est pour ça que dans le schéma qu'on a mis ici, ce qu'on disait, c'est que, tu sais, il y a l'installation d'une grande cuisine commerciale
tout à fait, là, j'ai passé vite, mais c'est ce que ça voulait dire. Si on continue un autre axe des églises refuges, bon, là, on a marqué gare intermodale, je pense que c'est pas tout à fait ça, mais l'idée, là, c'est qu'on le sait que de plus en plus, c'est drôle, j'arrive de la Gaspésie avec mon père d'ailleurs, et on voit un peu partout les bornes de recharge pour les voitures électriques. Et souvent, ces bornes-là sont à côté des commerces marquants, des lieux communautaires, une bibliothèque, un restaurant qui fonctionne. Hier, j'ai vu encore Cap-Rouge, un IGA ou quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on se rend compte que la position des bornes de recharge sont souvent dans des endroits, ce qu'on appelle polaires, des endroits centraux. Donc, et les gens qui font recharger leurs autos, ben, il faut qu'ils arrêtent. Hein, il faut qu'ils arrêtent son prix là, pendant je ne sais pas combien de temps. Alors, ce qu'on se disait, c'est qu'autour des églises, il pourrait y avoir justement des lieux avec des bornes de recharge. Et là, ben, soit un petit café, un aire d'attente, terrasse, des lieux intéressants, des espaces polyvalents, expositions, boutiques, lieux de socialisation, de l'interprétation muséale, des choses qui vont être attractives où les gens, parce que les gens sont obligés d'arrêter pour charger leur auto, ça devient des lieux, ce qu'on appelle, comme je viens de dire, polaires. Ici, les exemples qu'on a mis, c'est que ce sont des pôles multimodales. Ici, c'est à Sherbrooke. Je ne connais pas l'exemple en détail, mais sachez que dans le monde de l'urbanisme, bien évidemment, là, c'est rendu d'actualité, c'est même pas futuriste, là, c'est dans les nouveaux projets. Ici, on est un petit peu loin des églises, mais c'est pour montrer qu'actuellement, à Sherbrooke, ben, on y pense. Et comme je ne suis pas une spécialiste de lieux intermodaux, je me disais, Normand ou Sabine, avez-vous un petit quelque chose à rajouter là-dessus? Oui. Moi, j'ai un véhicule électrique. Ah, Sabine, tu voulais parler? Non, non, j'allais dire que je m'y connais moins là-dedans, moi aussi. OK. Moi, j'ai un véhicule électrique, puis une des problématiques, on est obligé d'avoir des applications qui nous disent où sont les bornes actuellement. Mais si on pouvait se promener au Québec, puis voir un clocher, puis dire, c'est le fun, je peux aller me charger là parce qu'on sait qu'il y a tous les types de bornes à cet endroit-là. Et en même temps, si je me branche à cet endroit-là, j'ai accès à une trottinette électrique, à un véhicule, un vélo électrique. Il y a même maintenant actuellement des genres de cartes de golf très luxueux électriques qui me permettrait de me promener dans le village pour la période d'une heure et demie ou 2 heures, le temps que mon véhicule recharge, ou si c'est une charge rapide de 45 minutes. C'est sûr que là, il y aurait quelque chose d'intéressant. Puis on sait généralement que dans les communautés au Québec, les églises se sont toujours positionnées dans les lieux quasiment les plus spectaculaires de la communauté. Donc, euh, positionner des bornes intermodales ou multimodales en ces lieux-là, ça devient un endroit parfaitement logique pour quelqu'un, par exemple, qui se déplace, qui fait du tourisme. Et l'idée, effectivement, d'avoir un petit café à proximité ou d'avoir quelques ressources qui permettent de passer un peu de temps ou une charge, en fait, une connexion Internet grande vitesse qui permet à la personne de travailler en attendant, c'est ce qu'on cible avec l'idée de concentrer les pôles. En fait, on devrait appeler ça un peu des pôles de recharge ou des stations de recharge pour les véhicules, là, au lieu de gare intermodale. Mais gare intermodale reste pertinent parce que éventuellement, on doit envisager le retour d'un transport en commun et on a de plus en plus de véhicules électriques. Donc, les véhicules qui font des transits inter-petites communautés pourraient se recharger dans ces pôles intermodales-là. Là. On parle d'intermodal parce que ça permet de changer de mode de transport d'un mode de transport électrique à un autre le plus facilement possible grâce à une concentration de bornes de recharge. C'est sûr que quand on parle d'église, puis de patrimoine, et puis d'église refuge, on se dit, ça a l'air un peu loin, mais quand on regarde la vitesse à laquelle nos modes de vie puis de transport évoluent, là, je veux dire, juste à se promener au Québec, là, je vous dis, hier, chez IGA Cap-Rouge, là, je pense qu'il y avait 12 bornes. Donc, ce
qu'on est en train de parler maintenant, dans 5 ans, ça va être du commun. Ça va être du commun. Donc là, l'idée, c'est que les églises pourraient saisir, comme dit Normand, je fais juste synthétiser ce que tu dis, saisir l'opportunité de dire, si je mets des charges, des bornes de recharge près de mon église, les gens n'auront pas le choix, ils vont être obligés de venir parce qu'ils en cherchent partout au Québec. Il faut que les gens rechargent leurs autos s'ils font des longues distances. Alors, ça devient une opportunité pour revitaliser puis pérenniser nos églises. Et en fonction, et il me reste deux éléments à vous parler, puis on va finir avec l'exemple de Saint-Charles. Donc, tu n'as parlé, Normand, c'est pendant que tu recharges l'auto, si tu peux avoir un espace pour travailler, mettons. Alors, les centres de télétravail, bien ça aussi, c'est d'actualité, c'est même presque dépassé parce que le monde travaille de partout. Ils travaillent dans leur auto, ils travaillent dans leur chambre, ils travaillent sur le bord de la plage. Même les espaces de coworking sont presque, je dis bien presque obsolètes, tellement le télétravail éclate la façon de travailler. Mais je crois qu'il y a encore des gens qui aiment se retrouver avec d'autres personnes pour travailler, ne veulent pas travailler seuls. Donc, ici, je n'ai pas l'exemple, mais on a fait un travail aux Îles-de-la-Madeleine sur l'église de Cap-au-Meul, qui est un espace de coworking et qui est actuellement, je crois, en réalisation, pratiquement en construction. Donc, l'idée, c'est d'avoir des espaces partagés. C'est pas très complexe. Évidemment, d'avoir des accès à Internet, là, c'est officiel que ça prend ça. Puis ça aussi, l'Internet, on le vit ici, mais il y a des régions au Québec, ici, tu sais, dans le village, la fibre optique passe, là, on est correct. Mais il y a encore des espaces, des lieux au Québec où Internet, les gens sont mal desservis. Donc, ça aussi, c'est un enjeu qui est important. Fait que vous voyez un petit peu les espaces de coworking, toute la qualité du décor intérieur d'une église. Ça ici, c'est pas tout à fait une église, c'est peut-être un sous-sol d'église, hein, mais voilà. C'est-tu merveilleux de pouvoir travailler dans une architecture si belle? C'est ça aussi, nos églises, c'est du patrimoine religieux exceptionnel. Puis, pour finir la présentation, ben c'est comme la cerise sur le Sunday. Donc, des lieux qui sont autonomes au niveau énergétique. Donc, pour introduire aussi, Jean-Pierre va venir nous dire quelques mots sur la géothermie, mais on sait que l'énergie de l'avenir, évidemment, ce n'est pas le mazout, ce n'est pas ce qui est l'énergie fossile, c'est la géothermie, le solaire, les thermopompes aussi, l'électricité, évidemment, l'électricité propre, les éoliennes. Bon, les éoliennes, c'est toujours un peu difficile, là, de planter une éolienne sur la toiture, mais on travaille à Lance au Griffon. On va essayer de travailler avec les panneaux solaires. Donc, ce qu'on voulait démontrer ici, justement, c'est que les toits des églises pourraient servir pour mettre des panneaux solaires. Ici, à l'église de Saint-Charles, on a de la géothermie. Donc, on rentre, là, on atterrit où on est ici. Donc, Jean-Pierre, moi, je vais te laisser parler là, du détail du système et tout ça. Mais sachez que de la géothermie, on prend la chaleur dans le sol, puis c'est avec ça qu'on chauffe l'église. Mais le système de géothermie a des exigences, a une certaine complexité qu'il faut comprendre quand on veut l'implanter. Puis ça a un coût aussi, ce genre de système-là. Donc, moi, je suis bien contente que Stéphanie de mon équipe a réussi à mettre la main sur cette photo de votre chantier. Hein, ça a l'air, donc on est content. Le système de géothermie, Jean-Pierre, si tu as besoin, tantôt que je te remette la photo, je te la remettrai, tu nous expliqueras ça. Et là, on rentre dans, disons, ce que je voulais absolument que vous reteniez, que vous montrez, c'est le travail vraiment exemplaire qui a été fait par le comité de bénévoles ici à Saint-Charles. Donc, nous, dans le cadre des cliniques d'architecture patrimoniale en Chaudière-Appalaches, on a aidé le comité à faire des plans d'aménagement. Et c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était d'être capable d'offrir dans l'Église une salle qui permet à la communauté de louer cet espace-là pour ramasser des sous, ça on pourrait dire, pour continuer à entretenir l'Église. Et surtout, je dirais, puis là, Jean-Pierre, tu pourras compléter, je sais que Gisèle est là, puis si elle veut compléter,
assurer une pertinence au lieu, trouver une vocation qui va faire que les gens ne diront pas, ben là, à l'église, il y a une messe par mois, puis il ne se passe rien. Là, il se passe toutes sortes de choses. Il va y avoir des activités ici, il doit y en avoir déjà, justement, qui fait que cette église-là, ce bâtiment-là, ce lieu-là vit. Alors, vous voyez le détail de ce qu'on a fait, là. Puis, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que Mélissa Wall, qui est stagiaire en architecture dans notre équipe, a fait des 3D de ce que le comité voulait avoir. Puis là, on a eu toutes sortes d'itérations. Fais ci, fais ça, on veut ça comme ça, mets la cloison à tel endroit. Parce que l'objectif, là, ici, nos esquisses sont un petit peu fantômes, là. Mais ça, c'est. On montre un peu les cubes qui ont été faits à l'arrière pour venir mettre d'un côté une cuisine, de l'autre côté un vestiaire. Et on voit ici la cloison qui a été faite et qui est actuellement en construction. Vous, la gang, vous ne voyez pas, là, mais je prends des photos, fait que je pourrais vous montrer, mais ça a commencé cette semaine. Donc, on est comme dans un petit chantier ici, ben, un gros chantier finalement. Et vous voyez, ça, c'est les esquisses virtuelles. Donc, autant le projet ici s'inscrit dans les églises refuges au niveau de l'autonomie énergétique qu'au niveau des salles communautaires, ce qu'on a vu. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une photo de l'église transformée avec les cubicules, donc le vestiaire d'un bord, la cuisine de l'autre et les toilettes à l'arrière. Il y a des bains, évidemment, qui ont été enlevés sous la galerie. Cette photo-là a été prise au mois d'août, mois de juillet, en tout cas cet été, juste avant la cloison actuelle qui est en construction. Et ici, c'est une vue, quand on rentre à l'arrière de l'église, on voit de chaque côté les cubicules pour mettre les toilettes. Et les gens, les bénévoles ont récupéré les portes des confessionnaux pour agrémenter cette entrée-là. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est la salle à l'arrière là, dont les bancs ont été retirés et les cubicules là, qui sont construits et qui dégagent tout l'espace. Les colonnes ont été repeintes, puis vous voyez ici là, la partie où les bancs ont été enlevés. Et là, actuellement, dans l'église, ici, là, il y a une cloison à cet endroit-là. Donc, peut-être que s'il y en a qui veulent, après, je pourrais tourner la caméra là, pour les gens qui sont loin, là, juste vous montrer ça parce que c'est le fun. Ben, c'est le fun. Je vous imagine que vous voulez dire hey, qu'est-ce que ça a l'air. Alors, ben, écoutez, ça a été plus long que je pensais, mais tout est dit. Oui, on reprend l'affaire de l'énergie. Vous savez, le grand problème des fabriques en un temps, puis des citoyens prochainement, c'est la facture de l'énergie dans une église. C'est très lourd et quand on demande à une municipalité si elle ne prendrait pas en charge l'église, ah non, ça coûte trop cher d'électricité. Vous savez, il y a des endroits dans le coin, ici on est dans le milieu rural, ils payaient 35-40 000 $ il y a 10 ans pour chauffer le presbytère puis l'église. Alors c'était énorme, énorme. Et puis on savait que la baisse de la pratique religieuse amènerait un problème encore plus grand et on est dedans aujourd'hui. Il n'y a plus de prêtres et plus de fidèles ou plus de fidèles et plus de prêtres. On a 2 messes par mois. Alors, bref, on a des difficultés à financer ces bâtiments-là. Alors, pour dire un mot plus précis sur la géothermie, on a installé ça à l'automne 2011. La photo que Marie-Josée a projetée tout à l'heure, c'est une photo de 2011. Il y avait je ne sais plus combien de machines à creuser des puits ici. Et on creusait, on avait un projet conjoint entre la municipalité et l'Église. Et on creusait 6 puits de 512 pieds de profondeur chacun. Les puits la tête des puits est 7 pieds sous terre actuellement. Et ils sont tous connectés vers le bureau municipal au sous-sol dans une sorte de manhole. Là, on a vu une photo tout à l'heure.
tout le liquide des puits arrive au même endroit. La municipalité prenait ce dont elle avait besoin et l'Église, la même chose. Alors, on extrait la chaleur. C'est beaucoup dire la chaleur qu'on extrait du sous-sol, parce que rendu au mois d'avril, le puits là, est autour de 0 en bas, là, 0 degré Celsius. Alors, c'est pas beaucoup de chaleur, mais les pompes géothermiques sont capables de transformer ce peu de chaleur-là en chaleur réelle. Le projet, ça a commencé évidemment par une réflexion à la fabrique. Moi, j'étais président de fabrique à ce moment-là. Réflexion, puis une décision d'aller de l'avant un petit peu plus tard. Auparavant, on fait faire une étude de configuration du système de géothermie par un ingénieur physicien de l'Apocatière qui s'appelle Marcel Lamonde. C'est mon cousin. Je suis honoré que ce soit mon cousin. Il a bien voulu venir jusqu'ici. Il avait réalisé de telles études à 8-10 endroits dans la région de l'Apocatière-Lillet, dont l'îlet de Ville, qu'on appelle Montmagny. Montmagny, c'est une grosse église. Hein. Marcel était au collège à l'Apocatière. Ils ont mis un système de géothermie là-bas, 50 puits. À l'église de Montmagny, 10 puits. Alors, c'était des gros systèmes. Alors, dans nos petites paroisses, bon, 3, 4, 5 puits, c'était suffisant. Mais il faut quand même qu'une étude pointue soit faite afin de comprendre combien de kilowattheures d'énergie on a besoin pour chauffer. Alors, il a pris les quantités d'huile qu'on brûlait dans les dernières années, il a fait des moyennes. Il a calculé que notre fournaise était efficace à 70%. Puis avec des paramètres sur un tableau Excel large comme ça, il a réussi à établir la quantité de puits et de pompes géothermiques ou de compresseurs qu'il faudrait à l'intérieur pour produire l'énergie nécessaire, tout en sachant que c'est en janvier, février qu'il faut que ça sorte. Et puis, il y a des mois où les compresseurs dorment dans le coin, puis il y en a un qui marche ou deux, puis bon, c'est comme ça. Alors ici, on a 2 unités de 2 compresseurs. C'est un système de 24 tonnes, comme ils disent dans le métier. On a gardé au sous-sol de la sacristie, on a gardé une fournaise électrique, une grosse fournaise électrique capable de chauffer l'église, et qui peut venir en appoint au système de géothermie s'il y avait un froid terrible. Et même à moins 20, moins 25, là, par grand vent, là, la géothermie tient le coup. Mais s'il en manquait, l'électricité peut embarquer. Puis, la fournaise électrique est programmée pour ne pas consommer trop d'énergie en même temps parce qu'une fournaise électrique, quand ça démarre, ça fait bouger l'aiguille pour un mois, puis tu reçois une facture de 3 500 à la fin du mois. Ces systèmes-là, qui sont, somme toute, des petits systèmes, nous commandent de faire de la climatisation en été. Là, elle est fermée. Tout à l'heure, on l'aurait entendu. Parce que en été, on redonne, en faisant de la climatisation qui fonctionne avec le liquide qui circule dans les puits, tout simplement. C'est une climatisation gratuite. On se trouve à redonner au sol une certaine quantité de chaleur pour réchauffer les zones des puits. Et quand on arrive à la fin de l'été, le froid qui sort du ventilateur est beaucoup moins froid parce que la zone a commencé à réchauffer et c'est plus facile d'attaquer la saison froide par la suite.
La température de l'église a été réglée comme elle l'était auparavant, à 17 degrés en hiver. Et quand les gens sont habillés en costume de skido, ils ne souffrent pas. Pourquoi on a installé ce système-là? À l'origine, c'était pour faire des économies, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, je dirais, bon, ben, ça nous permet de chauffer et de refroidir de façon éco-responsable. C'est plus à la mode comme langage. Et évidemment, la géothermie, ça fonctionne. Bon, j'achève déjà. Ça fonctionne les compresseurs fonctionnent à l'électricité. Et s'il y avait une panne de courant, enfin, s'il y a une panne de courant, tout ça, ça ferme. On pourrait toujours se doter d'une génératrice de secours, mais sincèrement, je ne sais pas quelle est la grosseur de la génératrice que ça prendrait à ce moment-ci, mais ce serait certainement une dépense importante. Il y a une génératrice pas très loin ici qui chauffe une résidence, pas qui chauffe, mais qui est en secours à une résidence de personnes âgées en cas de panne. On s'est branché là-dessus pour un certain nombre de kilowatts seulement, au cas où il y a une panne d'électricité majeure comme ce qu'on a déjà connu, là, ces séjours, afin que nos systèmes à eau, parce que la géothermie ici chauffe de l'eau, entre autres, qui circule dans les tuyaux, pour pas que tout ça éclate. Alors, avec le système de la génératrice, on est capable de tiédir notre eau pour que ça ne gèle pas. Et on a quelques lumières qui sont branchées là-dessus. Voilà. En 10 ans, on a économisé plus de 100 000 $. Le système, ça a coûté 140 000, mais on a eu une subvention de l'Hydro qui, dans les années 2010, souhaitait délester en tout ou en partie des grands consommateurs d'énergie. Et on avait eu une subvention de 50 000 $. Alors, le système nous a coûté 90 000. Il est donc amorti financièrement. L'église est fraîche en été, ce qui ouvre un petit peu la porte au projet dont Normand et Marie-Josée parlaient tout à l'heure, ce qui ouvre la porte à des projets comme celui des églises refuges. Je ne sais pas si on fera un sanatorium ici, mais au moins, par temps très chaud, l'été, on devrait au moins avoir une affiche sur le perron pour que les personnes âgées ou ceux qui ont des problèmes respiratoires puissent venir passer l'après-midi ici. Dans la salle communautaire, par exemple, dont Marie-Josée vous a parlé, et on a installé dans la salle 2 climatiseurs pour les périodes où il y aura surchauffe de la salle à cause d'une présence trop nombreuse ou besoin de chauffage en hiver parce que l'église est à 17 degrés. Les thermopompes, 2 thermopompes de 24 000 BTU chacune devraient aider. Avez-vous des questions? Sinon, je vais baratiner. Puis je remercie mon ami Serge Denis qui a bien voulu accepter de nous supporter pour installer la technique ici. Et Serge Denis, que vous ne voyez pas, c'est une personne ressource importante. Il est aussi spécialisé en réfrigération et je ne sais pas quoi, de sorte que depuis de nombreuses années, c'est lui qui fait la surveillance des machines. Et quand il y a un problème, il sait tout de suite où est-ce qu'il y a le problème. Alors que nous, il fallait prendre la loupe. Donc, le dernier intervenant, c'est M. Daniel. C'est bien ça, Normand et Sabine? Oui, Donc, exactement. on lui passe la parole, c'est ça? Oui, Daniel, je t'invite à... Daniel et Mireille, d'ailleurs, Mireille Bilodeau qui est présente aussi. Je vous invite à présenter ce qui se passe à Lance au Griffon. Écoutez, bonjour tout le monde. Ça va être succinct et rapide. Mon nom est Daniel Martin, coordonnateur administratif à Lance au Griffon pour le projet du centre communautaire Griffon.
c'est un projet de conversion et de transition de vocation pour l'église du village et l'ancien presbytère. Puisqu'on est dans le domaine du sacré, mais je serais tenté de vous dire que l'été 2022, on a eu l'apparition de M. Normand Baudet, qui a entraîné l'apparition de Marie-Josée Deschênes dans notre fabuleux monde du dossier. Et depuis ce temps-là qu'on travaille en étroite collaboration pour la concrétisation du projet. Dans le cadre d'Église Refuge, nous, on a marié, si on veut, amalgamé les volets qu'on trouvait plausibles et réalistes dans le cadre de notre projet, qui était finalement de créer une salle communautaire pour le village, puisque nous n'en avons pas, qui pouvait être à vocation aussi, si le besoin était, en cas de crise climatique, de lieu d'hébergement, quelle que soit la saison. Donc, en disant quelle que soit la saison, ça demandait aussi de développer une pensée d'autonomie énergétique. Donc, nous sommes à évaluer ces différents scénarios-là, entre autres avec une compagnie locale de Gaspé, associée au Cégep de Gaspé, pour de la recherche appliquée touchant le photovoltaïque, l'éolien, et qui explore aussi la géothermie. Et dans ce cadre-là, toujours, le volet gare modale est dans la vision du projet, et ainsi que l'installation dans nos murs d'une cuisine communautaire, de lieu de sceptique pour les gens qui pourraient y séjourner quelques jours. Parce que comme dans la plupart des villages du Québec, nous n'avons pas de système d'aqueduc ni de système d'eau traitée. C'est des puits et des fosses septiques. Mais toute cette dynamique-là est alimentée par l'électricité. Et on imagine, en hiver ou en été, des pertes de courant sur des 72-96 heures, des perturbations que ça amènerait. Donc, l'église transformée deviendrait un lieu justement pour répondre aux premiers besoins des gens du village et de la proximité. C'est un peu l'orientation qu'on se donne. Ça fait 8 ans que nous œuvrons dans le projet et depuis 4 ans, l'intensité est toujours croissante dans la réalisation de nos plans et particulièrement depuis l'entrée en jeu dans notre dossier de Marie-Josée, je vous prie de croire que les choses ne traînent pas. Là-dessus, merci beaucoup de l'invitation que vous m'avez faite. Et ma conjointe ayant des obligations pour le centre communautaire a dû me quitter. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Donc, Sabine, je te laisse le mot de la fin. Oui, merci Marie-Josée. Oui, c'est ce qui conclut notre conférence sur l'initiative des Églises Refuges. Si je peux me permettre d'ajouter un petit élément, une petite clarification, ce qui est intéressant avec tout ça, puisque ce que le projet Alliance au Griffon nous démontre, c'est que les 6 vocations qui ont été identifiées n'ont pas été pensées nécessairement pour être les 6 ensemble dans une église refuge. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en prendre certaines qui fit mieux avec le lieu, avec les ressources disponibles, avec les objectifs ciblés. Puis c'est pensé comme ça. Ça peut être une église refuge même s'il y a 2 des volets. Évidemment, il y en a certains qui sont plus importants que d'autres, comme peut-être l'autonomie énergétique, mais même là, ça peut être une église refuge, même si quelques volets seulement sont incorporés. Donc, je tenais à le préciser. Je pensais que c'est important. Merci encore à toutes les intervenants et intervenantes. Merci aux personnes qui sont présentes dans la salle. Ce fut un plaisir. J'aimerais permettre un petit moment pour les questions. Si certaines personnes ont des questions, ça serait le moment de les poser à quiconque personne qui a intervenu. Normand, tu voulais intervenir? Oui, j'ai une percée importante. Je suis allé visiter le micro-réseau intelligent de lac mégantic, qui est probablement l'avancée la plus intéressante qui est en train de se faire au niveau de la recherche et du développement d'Hydro-Québec.
et le poste de commande d'un micro-réseau intelligent qui peut gérer l'intégration de toutes sortes de sources énergétiques, ça rentre dans un conteneur. Donc, le poste en entier rentre dans un conteneur. Donc, si on commençait à dire pour la sécurité énergétique, on doit décentraliser plus l'approvisionnement et rendre les communautés plus autonomes en installant un poste de micro-réseau intelligent, on pourrait très bien mettre ça dans un sous-sol d'église ou à un endroit et ça gère tout le fonctionnement des réseaux, du micro-réseau intelligent, puis ça fit dans un espace très, très restreint. Donc là, il y a quelque chose à rajouter à la question de l'autonomie énergétique. Et sur la géothermie, un élément important, c'est qu'il y a de plus en plus de réflexion qui se fait actuellement sur les petites boucles de chaleur, parce qu'on sait qu'un coût d'un système géothermique, c'est quand même assez important. Mais si on prend un centre de communauté avec la mairie, avec le presbytère et d'autres services communautaires, on peut très bien penser à une boucle de chaleur alimentée par la géothermie et faire en sorte de partager les coûts à plusieurs installations. Donc, je voulais terminer là-dessus, c'est-à-dire que on n'est pas arrêté au niveau des projets actuellement. Les choses évoluent rapidement au niveau des technologies et des façons de faire. Donc, je termine là-dessus. Il y a beaucoup de progrès qui va se faire sous peu. Donc, est-ce que dans la salle, M. Marc ou quelqu'un d'autre, vous avez des... Je sais que Vincent a commencé à parler de FADA. Qu'est-ce que vous voulez... vous avez des choses à dire? Je peux peut-être... j'ose pas déplacer la caméra. Oui, tu peux venir ici. Je pense que c'est plus simple. C'est la meilleure chose, absolument. Bonjour, Marc Gibson du projet des églises zéro émission, qui est une initiative pan-canadienne qui implique actuellement 9 diocèses anglicans, un diocèse catholique et un diocèse luthérien, qui va de Nouvelle-Écosse jusqu'en Colombie-Britannique. Et nous cherchons à faire partenariat avec n'importe qui œuvre pour rendre les communautés sans pollution de gaz à effet de serre. Donc, je suis très encouragé d'entendre ce que vous avez fait pour la géothermie ici. C'était très aidant de voir le rapport sur le projet à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. J'amène l'idée d'église refuge à toutes les communautés auxquelles je parle parce que c'est une occasion peut-être d'impliquer la municipalité dans le partage des endroits qui peuvent être communs. On peut tous profiter de ces lieux et de cette manière aider la communauté qui est peut-être plus petite qu'elle était dans le temps à payer le frais d'entretenir un tel bâtiment. Donc, mon objectif est de soutenir ces églises qui sont encore vitales, vivantes, et partager ces bâtiments avec la communauté autour. Il y a aussi l'important travail de qu'est-ce qu'on fait de récupération des anciennes églises qui n'ont plus d'utilité pour la communauté. Ça, c'est un autre point de travail. Je veux souligner les récentes subventions d'Hydro-Québec qui fait que pour une installation géothermique, on peut avoir une subvention jusqu'à 75% de tous les coûts impliqués dans l'installation d'un système. Et donc, une église avec laquelle j'ai travaillé ont eu une soumission qui suggère qu'ils peuvent payer leurs frais, leurs 25% en 5 ans seulement, avec les économies sur le mazout pour cette église. Et ça, c'est sans faire aucune isolation ou autre investissement. Donc, c'est très encourageant. Et notre approche a été de se présenter au diocèse ou au regroupement
d'églises, peut-être on peut avoir des regroupements de fabriques au Québec dans le contexte catholique pour dire quelle est votre recommandation pour votre regroupement et d'établir des politiques parce que les politiques régionales ou diocésaines amènent les gens. Si on essaie de se présenter église par église par église, ça prend énormément trop de temps. Mais quand le diocèse de Montréal anglican a décidé de fixer un objectif de 0 émission d'ici 2030, ça nous a permis d'établir quelles sont les sources de chauffement, de chauffage, et de recommander que tout le monde, sans exception, change pour la géothermie une fois que cette subvention est arrivée.